Pourquoi les féministes mouillent pour les fachos, les machos, les bad boys et les dictateurs? Parce que les femmes sont les premières complices du patriarcat. Quand Benito Mussolini baisait des féministes. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux relations complexes entre Mussolini et les femmes avec qui il a eu une relation intime. On va voir que leur rôle va de simple amante le temps de quelques minutes à conseillère politique de premier plan. On va aussi voir que le profil social de ces femmes évolue selon ses engagements politiques, qui vont de la gauche socialiste à ses débuts vers l'ultranationalisme après la Première Guerre mondiale. En 1909, alors qu'il a déjà connu de nombreuses femmes, l'instituteur Mussolini a 26 ans quand il demande la main de Rachele Guidi, une paysanne de son village. Mais la mère de cette jeune fille s'oppose à cette union. Mussolini va alors voir cette dame, il sort un pistolet et il menace de tuer sa promise et de se suicider s'il ne peut pas se marier avec elle. Mais la maman ne se laisse pas impressionner, elle refuse que sa fille encore mineure se marie avec cet homme qui traîne une réputation de bagarreur, d'ivrogne et de dragueur invétéré. Les deux amants se résignent à ne pas se marier et ils déménagent loin de leur village. Et chose assez inhabituelle pour l'époque, ils ont une fille née hors mariage. Mais en fait, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'à ce moment-là, Mussolini ne sacralise pas le mariage, étant donné qu'il est clairement socialiste et progressiste. Con le budella dell'ultimo papa, noi strangoleremo l'ultimo re! Il a d'ailleurs plusieurs liaisons avec des militantes de gauche, dont Angelika Balabanov, qui est rédactrice au journal socialiste Avanti et qu'il rencontre en 1904. Elle est plus âgée que lui et plus expérimentée politiquement. Et elle sera en quelque sorte son mentor dans la lutte. Selon l'historien Pierre Milza, avant même les revirements politiques de Mussolini, les rapports avec la socialiste Angelika Balabanov se dégradent, notamment parce qu'il fréquente beaucoup d'autres femmes. Il rencontre l'une d'entre elles le 18 mars 1913, après un discours très radical pendant une commémoration de la Commune de Paris. Sarà una guerra rivoluzionaria! E non dimenticate Blanqui, chi ha del ferro ha del pane! Elle s'appelle Leda Raffanelli et c'est une journaliste libertaire, convertie à l'islam, qui écrit tout le bien qu'elle pense du leader socialiste dans l'hebdomadaire anarchiste La Libertà. Suite à ça, les deux militants révolutionnaires vont entretenir une relation de plusieurs mois. Après la Seconde Guerre mondiale, Leda Raffanelli présentera elle aussi Mussolini comme un pleutre, un homme seul, empli de doutes et de contradictions. Cette même année 1913, Mussolini rencontre Margherita Sarfatti. Elle vient d'une famille très bourgeoise, elle est critique d'art et elle possède un large réseau dans le milieu de la culture italienne. Sa vie de bohème et d'artiste la pousse vers les cercles de gauche et vers le journal Avanti dont Mussolini est devenu le rédacteur en chef. Et assez vite, elle devient sa maîtresse. Elle qui vient d'un milieu très éduqué et très aseptisé, elle est souvent choquée par la grossièreté et le comportement machiste du jeune militant. En 1914, la guerre éclate et divise la gauche italienne. Influencé notamment par Margherita Sarfatti, Mussolini prend le contre-pied du Parti socialiste italien et se dit favorable à une intervention militaire aux côtés de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. En 1915, l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne, et Mussolini est appelé sous les drapeaux. En plein milieu de la guerre, il rentre blessé du front et il en profite pour épouser civilement Rachele Guidi. Même si son réel amour du moment, ça reste Margherita Sarfatti. Benito et Margherita vont évoluer politiquement dans la même direction, c'est-à-dire de la gauche, voire de l'ultra-gauche, vers un nationalisme radical. Elle est avec lui à chacune des grandes décisions à prendre. Que ce soit en 1919, à la création du mouvement fasciste, ou en 1920, quand le mouvement prend définitivement un virage à droite. Elle est là aussi pendant la marche sur Rome en 1922. Le 26 octobre, les militants fascistes arrivent aux portes de Rome, Mussolini est à Milan, et quand il apprend que l'insurrection fasciste est sur le point d'entrer dans la capitale, il est comme abasourdi. Il avoue à Margherita Sarfatti qu'il a peur d'arriver au pouvoir par un coup d'État. Il craint la répression et la prison, et c'est vers l'étranger qu'il veut marcher. Il lui propose de se rendre en Suisse et d'attendre de voir comment les choses évoluent. Pour elle, c'est hors de question de fuir maintenant. Elle lui explique que se réfugier à l'étranger pendant qu'on se bat en son nom, ça le couvrirait de honte. D'autant plus qu'elle a prêté 1 million de lire au comité central du Parti national fasciste, et comme elle explique à son entourage, elle n'a pas vraiment envie de perdre cette mise. Regonflé à bloc par son énergique maîtresse, Mussolini rédige un éditorial en couverture de son journal qui réclame les pleins pouvoirs. On connaît la suite, il se rend à Rome et devient l'homme fort du pays. Pendant les premières années du régime fasciste, Margherita Sarfatti devient une sorte de conseillère politique de premier plan pour celui qu'on appelle le Duce, c'est-à-dire en latin le guide. Elle publie Dux en 1925, c'est la première biographie de Mussolini qui sera traduite en 17 langues et vendue à des millions d'exemplaires. Ses liens directs et très clairs avec le fascisme
ne l'empêche pas de recevoir la même année la Légion d'honneur à Paris pour son activité artistique. En 1925 toujours, Mussolini épouse religieusement Rachele Guidi. Ce mariage, c'est pas un acte innocent, son but c'est de faire bonne figure devant l'église catholique, qui a une grande influence dans le pays. Mais ça fait déjà un petit moment qu'il a mis sa femme légitime à l'écart. En fait, Rachele est sortie de sa vie, pour l'instant. Les mariés ne passent du temps ensemble que pour les cérémonies officielles, pour montrer au peuple combien le dictateur est le père modèle et respectable d'une famille italienne traditionnelle. A noter que dans ses mémoires, la fille de Mussolini, Eda Ciano, écrira que le vrai tyran à la maison, c'était bien la bouillonnante Rachele, sa mère, et non pas son père. Le dictateur continue de fréquenter Margherita Sarfatti, qui est de confession juive, et ça ne lui pose aucun souci. En même temps, à la base, Mussolini et les fascistes n'ont rien contre les juifs. Les thèses antisémites venues d'Allemagne, de France ou de Russie trouvent beaucoup moins d'écho dans l'Italie des années 1920. Mussolini est à l'apogée de sa popularité. Faut l'imaginer comme une espèce de pop star de la politique. Il reçoit chaque semaine des dizaines de milliers de lettres d'admiratrices. Quand il va se baigner sur les bords de la mer Adriatique, la propagande fasciste a l'habitude de dire que des centaines de femmes se réunissent pour admirer le dictateur. Propagande ou pas, c'est indéniable que Mussolini a une force d'attraction très puissante sur les femmes qu'il croise. Cette légende d'un Mussolini séducteur a beaucoup été entretenue par les écrits de Quinto Navarra, son chauffeur et majordome de l'époque. Selon lui, Mussolini sélectionne les femmes par les photos qu'elle lui envoie, et il collectionne comme ça les maîtresses de manière compulsive. Quand une femme lui plaît, il fait vérifier par la police que ce n'est pas une opposante, il la fait alors venir chez lui, au Palazzo Venezia à Rome, pour rester avec elle parfois pas plus d'une demi-heure. Mussolini n'aurait même pas pris la peine d'offrir à ses conquêtes un café, une liqueur, un gâteau. Il aurait été très russe, très radin avec elle. Pendant toute la durée de l'ère fasciste, Mussolini aurait reçu presque chaque jour une visiteuse qui l'aurait honoré de sa virilité. Toujours selon Quinto Navarra, il va parfois chez des femmes mariées qui demandent à leur mari de sortir le temps de recevoir Mussolini chez elles. En tout cas, celle qui restera à jamais associée à Mussolini, c'est Clara Petacci. En avril 1932, la décapotable du Duce croise la route de la jeune femme qui est issue de la haute bourgeoisie romaine. Il a 49 ans, elle en a 20, mais rien n'arrête le dictateur. Assez vite s'ouvre alors un nouvel épisode amoureux de la vie du Duce avec celle que les Italiens appelleront la Petacci. La jeune et impressionnable Petacci lui donne tout son amour, comme elle l'écrit dans son journal intime retrouvé après-guerre. Elle raconte notamment qu'il était jaloux et possessif et que son amour à lui est avant tout une violence à subir. Au-delà de ça, elle a un vrai rôle de conseillère politique elle aussi. Elle le guide, le dirige, lui dit même comment se comporter au niveau diplomatique. Elle le console aussi. Elle écrit qu'un jour Mussolini est venu se plaindre parce que sa femme officielle Rachele Guidi l'aurait vilainement trompé avec un autre homme. Il l'écoute et prend en compte ce qu'elle dit. Sauf sur les lois raciales, la Petacci est absolument contre. Selon elle, ces lois d'Eros risquent de ternir son image. En 1940, Mussolini déclare la guerre aux Alliés. Quelques mois plus tard, la Petacci lui déclare sa grossesse. Et en même temps que l'Italie fasciste perd sur presque tous les fronts militaires, la Petacci fait une fausse couche et leur amour s'enlise. Mussolini ne veut plus la voir et elle menace de se suicider. De mélodrame en réconciliation, les deux amants restent ensemble.